Le 23 septembre 1978, lors de la traditionnelle fête des moissons de Sainte-Marguerite, une petite commune d'à peine 800 âmes nichée dans les collines de l'Auvergne, Henri Valentin, maire respecté depuis 12 ans, s'évapore dans la nuit sans laisser la moindre trace. Aucun corps, aucun témoin fiable, aucune explication. Pendant 21 ans, sa famille et toute la commune vivent avec cette absence déchirante, cette plaie qui ne cicatrise jamais. Et puis, en août 1999, lors de travaux d'irrigation dans les champs communaux, des ouvriers découvrent quelque chose d'impossible. Une petite clé en métal enterrée à 80 cm sous terre, portant des gravures qui glacent le sang de ceux qui les voient. Les initiales HV et une date. Comment cette clé est-elle arrivée là? Pourquoi personne ne l'a trouvée durant 2 décennies de recherches intensives? Et surtout, que révèle-t-elle vraiment sur la disparition d'Henri Valentin? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Sainte-Marguerite n'était pas une commune comme les autres, dans le Puy-de-Dôme. Située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand, cette petite localité rurale s'accrochait aux pentes douces des derniers contreforts du Massif central. Les champs de blé et d'orge s'étendaient en damier parfait autour du bourg, interrompus ici et là par des bosquets de chênes centenaires et des murets de pierres volcaniques noires qui témoignaient de siècles d'agriculture. En 1978, la commune comptait exactement 783 habitants, un chiffre que le maire Henri Valentin connaissait par cœur et citait avec fierté lors de chaque conseil municipal. Henri Valentin avait 48 ans cette année-là. Grand, le visage marqué par le soleil et le vent, il portait toujours des vestes de tweed un peu usées qui sentaient le tabac de pipe et le vieux papier. Né à Sainte-Marguerite même, fils et petit-fils d'agriculteurs, il avait été le premier de sa famille à poursuivre des études supérieures, décrochant une licence en droit à l'université de Clermont-Ferrand avant de revenir s'installer dans sa commune natale au début des années 50. Il avait travaillé comme notaire associé dans un cabinet de la ville voisine de Vic-le-Comte pendant 15 ans avant d'être élu maire en 1966 à l'âge de 36 ans. Son épouse, Colette, enseignait à l'école primaire communale depuis 23 ans. C'était une femme discrète, aux cheveux châtains toujours noués en chignon serré, qui vouait une passion silencieuse aux livres et à la musique classique. Leur fils unique, Marc, avait 22 ans en 1978. Il étudiait l'agronomie à Lyon et ne revenait à Sainte-Marguerite que pendant les vacances, même si ses parents auraient préféré le voir reprendre les terres familiales que Henri avait héritées, mais jamais vraiment exploitées, les louant à des fermiers locaux. La mairie de Sainte-Marguerite occupait un bâtiment en pierre de lave du XVIIIe siècle sur la place centrale, juste en face de l'église Saint-Laurent. Les bureaux sentaient toujours l'encaustique et le papier moisi. Simone Lacroix, 35 ans, y travaillait comme secrétaire depuis 8 ans. Femme méticuleuse aux lunettes épaisses, elle connaissait chaque dossier, chaque subvention, chaque doléance des habitants. Elle vouait une admiration presque filiale à Henri Valentin, qu'elle considérait comme le meilleur maire que la commune ait jamais connu. Le vice-maire Gérard Fontaine, 52 ans, était d'une toute autre trempe. Propriétaire de plus de 150 hectares de terres agricoles héritées de son père, c'était un homme trapu, au visage rougeau, qui parlait fort et buvait sec. Il dirigeait le conseil municipal avec Henri depuis 1966, mais leur relation avait toujours été teintée d'une certaine tension. Fontaine représentait les grands propriétaires terriens, attachés aux traditions et méfiants envers toute forme de modernisation, tandis que Henri Valentin poussait pour des réformes, l'électrification complète de la commune, l'amélioration des routes rurales, et même, projet audacieux pour l'époque, la création d'une coopérative agricole communale.
Dans les cafés de la place centrale, le café du commerce et le bar des sports, les discussions tournaient invariablement autour de la météo, des récoltes et des décisions du conseil municipal. La commune vivait au rythme des saisons agricoles et septembre marquait l'apogée de l'année. La fête des moissons, tradition séculaire qui célébrait la fin des récoltes. Pendant 3 jours, Sainte-Marguerite se transformait. Des guirlandes traversèrent les rues, des stands s'installaient sur la place, et l'odeur de la tarte aux myrtilles et du vin chaud emplissait l'air dès le petit matin. En 1978, la fête était prévue du 22 au 24 septembre. Henri Valentin avait passé des semaines à organiser chaque détail avec Simone Lacroix. Cette année-là était particulière. La commune célébrait également le 200e anniversaire de la construction de la mairie. Un dîner officiel était prévu le 23 septembre au soir, avec la présence du sous-préfet et de plusieurs élus départementaux. Pour Henri, cette fête représentait bien plus qu'une simple célébration. C'était l'occasion de montrer que Sainte-Marguerite, malgré sa taille modeste, gardait son dynamisme et son identité. Le 23 septembre 1978 se leva sur Sainte-Marguerite dans une brume dorée typique de l'automne auvergnat. À 6h45 du matin, Henri Valentin était déjà debout dans la cuisine de sa maison de la rue de l'Église, buvant son café noir, en relisant une dernière fois le discours qu'il prononcerait le soir même. Colette se souvenait parfaitement de ce matin-là. Son mari portait son costume gris anthracite, celui qu'il réservait aux grandes occasions, avec une cravate bordeaux que leur fils lui avait offerte pour Noël. Il semblait préoccupé, mais pas inquiet, simplement concentré, comme toujours avant un événement important. À 8h, Henri arriva à la mairie, où Simone Lacroix l'attendait déjà, une pile de documents à la main. Ils passèrent la matinée à vérifier les derniers préparatifs, l'installation de la sono sur la place, la disposition des tables pour le dîner officiel, la coordination avec le traiteur venu de Clermont-Ferrand. Vers 11h30, Gérard Fontaine passa à la mairie. Plusieurs témoins, dont le facteur qui livrait le courrier à ce moment-là, entendirent des éclats de voix venant du bureau du maire. La conversation dura une vingtaine de minutes. Quand Fontaine ressortit, son visage était fermé, presque hostile. Interrogé plus tard, il affirma qu'ils avaient simplement discuté de l'ordre du jour du prochain conseil municipal, rien de plus. À 13h, Henri déjeuna rapidement à la maison. Colette prépara une omelette aux champignons et une salade. Marc était arrivé de Lyon la veille au soir et dormait encore à l'étage. Henri mangea vite, presque mécaniquement, consultant sa montre à plusieurs reprises. Avant de repartir, il embrassa sa femme sur le front et dit simplement « À ce soir, pour le grand moment ». Ce furent ses derniers mots à Colette. L'après-midi du 23 septembre fut typique d'une journée de fête à Sainte-Marguerite. Les stands étaient ouverts depuis midi, proposant des produits locaux, des fromages de la région, des confitures artisanales. Un manège pour enfants tournait sur la place, accompagné de la musique grésillante d'un vieil orgue de Barbarie. Henri passa l'après-midi à circuler entre les stands, serrant des mains, échangeant quelques mots avec chacun. Il était dans son élément, souriant, détendu. À 16h45, on le vit boire un verre de vin blanc au café du commerce avec le sous-préfet fraîchement arrivé. La conversation semblait cordiale. À 19h30, le dîner officiel commença dans la salle des fêtes communales, un bâtiment annexe de la mairie décoré pour l'occasion de nappes blanches et de bouquets de tournesol. 72 personnes étaient présentes. Élus locaux, notables de la commune, représentants du département. Henri Valentin présidait la table d'honneur, Colette à sa droite, le sous-préfet à sa gauche. Le repas se déroula normalement. Les convives se souvenaient d'Henri souriant, participant aux conversations, levant son verre au toast. Vers 22h15, il s'excusa et sortit de la salle. Plusieurs personnes le virent marcher vers les toilettes, situées dans le couloir. C'était la dernière fois qu'Henri Valentin était vu vivant. À 22h45, Colette commença à s'inquiéter. Son mari devait prononcer son discours à 23h pile. Elle demanda à Marc d'aller le chercher. Le jeune homme parcourut les couloirs, vérifia les toilettes, ressortit sur la place.
Rien. À 23 heures, face à l'absence du maire, ce fut Gérard Fontaine qui monta à la tribune pour expliquer qu'Henri Valentin avait dû s'absenter momentanément pour une urgence. Le malaise était palpable dans la salle. À 23h30, Colette, Marc et Simone Lacroix entreprirent une recherche plus systématique. Ils fouillèrent la mairie de fond en comble, interrogèrent les personnes encore présentes sur la place. Personne n'avait vu Henri après 22h15. Sa voiture, une Peugeot 504 grise, était toujours garée derrière la mairie. Son manteau pendait encore au porte-manteau de son bureau. Son portefeuille et ses clés de maison étaient dans les poches de ce manteau. À minuit 15, Colette appela la gendarmerie de Vic-le-Comte. 2 gendarmes arrivèrent vers 1h du matin. Ils prirent les premières dépositions, organisèrent une battue sommaire dans les rues avoisinantes. Rien. Au lever du jour, une équipe de recherche plus importante se déploya, gendarmes, pompiers, volontaires de la commune. On fouilla les champs environnants, les granges abandonnées, les bois. Les chiens pisteurs perdirent sa trace à une trentaine de mètres de la salle des fêtes, près d'un vieux tilleul au bord de la place. L'inspecteur Jacques Mercier, 44 ans, de la police judiciaire de Clermont-Ferrand, prit en charge l'enquête le 25 septembre. C'était un homme méthodique, au regard perçant, qui avait déjà travaillé sur plusieurs affaires de disparition dans le département. Il interrogea tous les présents au dîner, reconstitua minutieusement la soirée, vérifia les comptes bancaires d'Henri Valentin, ses relations professionnelles et personnelles. Tout semblait normal. Aucun signe de dépression, aucun conflit majeur, aucune dette, aucune liaison extra-conjugale. Henri Valentin était un homme rangé, prévisible, aimé et respecté. Un détail pourtant intrigua l'inspecteur Mercier. Lors de la fouille du bureau du maire, Simone Lacroix remarqua que le tiroir du bas du meuble classeur était entrouvert. Ce tiroir contenait normalement des archives anciennes de la commune, des registres datant d'avant-guerre. Quand elle vérifia son contenu, un dossier manquait. Elle ne put dire avec certitude de quel dossier il s'agissait, mais se souvenait vaguement qu'il concernait des transactions foncières des années 40. Cette information fut consignée dans le rapport, mais ne mena à aucune piste concrète. Les semaines qui suivirent la disparition d'Henri Valentin transformèrent profondément Sainte-Marguerite. La commune, habituée à la tranquillité rurale, se retrouva sous les projecteurs. Des journalistes de la presse régionale, puis même quelques équipes de télévision nationale, débarquèrent pour couvrir l'affaire. Le village devint cette commune de l'Auvergne où un maire s'est évaporé pendant une fête. L'attention médiatique dura environ 3 semaines avant de s'éteindre progressivement, remplacée par d'autres faits divers, d'autres mystères. Pour Colette Valentin, le temps se figea le 23 septembre 1978. Elle continua d'enseigner à l'école primaire, par nécessité financière autant que par besoin de maintenir une routine. Ses collègues la décrivaient comme une femme changée. Le sourire discret avait disparu, remplacé par une expression neutre presque absente. Elle parlait peu, se contentant du strict nécessaire dans ses interactions. Les habitants de Sainte-Marguerite, d'abord compatissants et prévenants, apprirent à respecter son silence. En classe, elle restait professionnelle. Mais les enfants sentaient bien que quelque chose s'était brisé en elle. Marc abandonna ses études d'agronomie à Lyon sans même terminer son année. Il revint s'installer dans la maison familiale, officiellement pour soutenir sa mère, mais surtout parce qu'il ne pouvait plus concevoir de vivre normalement alors que son père avait disparu sans explication. Il reprit la gestion des terres familiales, ces 120 hectares que son père louait depuis des années à différents fermiers. Marc modernisa les baux, apprit le métier sur le tas, se levant avant l'aube pour surveiller les cultures et les semis. Le travail physique l'aidait à ne pas penser, ou du moins à penser moins. La mairie de Sainte-Marguerite se retrouva dans une situation administrative complexe. Henri Valentin n'était ni mort ni démissionnaire. Juridiquement, il restait maire. Pendant 6 mois, Gérard Fontaine assura l'intérim en tant que vice-maire, gérant les affaires courantes sans pouvoir prendre de décision majeure. En mars 1979, après une procédure judiciaire,
Henri Valentin fut officiellement déclaré empêché d'exercer ses fonctions. Des élections municipales anticipées furent organisées en mai. Gérard Fontaine se présenta et fut élu maire avec 62% des voix. Son premier acte fut de proposer Simone Lacroix au poste de première adjointe, un geste que beaucoup interprétèrent comme une tentative de maintenir une continuité avec l'ère Valentin. L'enquête de l'inspecteur Mercier se poursuivit pendant près de 2 ans. Il explora toutes les hypothèses. Fugue volontaire, accident, crime. Les comptes bancaires d'Henri ne montrèrent aucun retrait suspect avant sa disparition. Aucun corps ne fut retrouvé malgré des recherches étendues dans un rayon de 50 km autour de Sainte-Marguerite. Les témoignages des 72 convives du dîner furent recoupés, analysés, vérifiés. Tous concordaient. Personne n'avait vu Henri Valentin quitter la salle des fêtes après 22h15. Il avait simplement disparu, comme si la terre l'avait avalé. Une théorie émergea progressivement dans la commune. Henri Valentin avait été victime d'un enlèvement. Mais dans quel but? Il n'était pas riche, n'avait pas d'ennemis connus, ne détenait aucun secret compromettant. Aucune demande de rançon n'arriva jamais. Une autre hypothèse circula plus discrètement. Henri aurait volontairement disparu pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Mais là encore, rien dans son comportement des semaines précédentes ne suggérait une telle intention. Il avait préparé minutieusement la fête, planifié les projets communaux pour l'année suivante, même réservé des vacances en famille pour Noël. Au fil des ans, la vie reprit son cours à Sainte-Marguerite. Les récoltes se succédaient, les saisons tournaient, les enfants grandissaient. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère du village. Une méfiance sourde s'était installée. Les gens se regardaient différemment, se demandant si l'un d'entre eux ne détenait pas un secret sur cette nuit de septembre. Les conversations au café évitaient désormais soigneusement le sujet. Par respect pour Colette, disaient certains. Par superstition, pensaient d'autres. En 1983, 5 ans après la disparition, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand déclara Henri Valentin officiellement absent. Colette put enfin accéder à certains droits administratifs, gérer pleinement le patrimoine familial. Elle ne demanda jamais la déclaration de décès, refusant d'admettre que son mari était mort sans preuve tangible. Cette décision isola encore davantage Colette, qui vivait désormais dans une sorte de limbe juridique et émotionnel. Marc, lui, développa une obsession silencieuse pour la disparition de son père. Il constitua un dossier personnel, rassemblant articles de presse, témoignages, plans de la commune. Pendant des années, il interrogea discrètement les habitants, cherchant un détail oublié, une incohérence, n'importe quoi qui pourrait rouvrir une piste. Il devint un homme taciturne, concentré sur son travail agricole et ses recherches solitaires. Quelques tentatives de relations amoureuses échouèrent rapidement. Comment construire un avenir quand le passé refuse de se clore? Simone Lacroix resta à son poste de secrétaire de mairie, mais sa relation avec Gérard Fontaine se détériora progressivement. Elle lui reprochait silencieusement de ne pas maintenir certains projets qu'Henri Valentin avait initiés. Fontaine, de son côté, trouvait Simone trop attachée au passé, incapable de tourner la page. Leur collaboration devint purement professionnelle, froide, mécanique. En 1988, Simone prit sa retraite anticipée à 55 ans. Elle quitta Sainte-Marguerite pour s'installer à Clermont-Ferrand, coupant tout lien avec la commune. Les années 90 amenèrent une nouvelle génération à Sainte-Marguerite. Des jeunes couples s'installèrent, attirés par les prix immobiliers abordables et la proximité de Clermont-Ferrand. Pour eux, l'histoire d'Henri Valentin était une anecdote locale, un mystère du passé comme il en existe dans chaque village de France. Il ne portait pas le poids de cette absence. La commune changeait, lentement, mais inexorablement. Colette Valentin, elle, vieillissait dans sa maison de la rue de l'Église. À 67 ans en 1999, elle était devenue une figure presque fantomatique de Sainte-Marguerite. Les habitants plus jeunes la connaissaient à peine. Elle sortait peu, faisait ses courses au petit supermarché du bourg, assistait à la messe du dimanche. Marc, 43 ans, vivait toujours avec elle. Ils formaient un duo silencieux.
liés par une absence commune qui avait façonné leurs existences. Ni l'un ni l'autre n'avaient réellement vécu depuis le 23 septembre 1978. Ils survivaient, simplement. L'été de 1999 fut particulièrement sec en Auvergne. Les températures dépassèrent régulièrement les 35 degrés, un record pour la région. Les champs de Sainte-Marguerite souffraient. Les cultures d'orge montraient des signes de stress hydrique inquiétants. En juillet, lors d'une réunion extraordinaire du conseil municipal, Gérard Fontaine, toujours maire à 73 ans, proposa un projet de modernisation du système d'irrigation communal. Les vieux canaux datant des années 50 ne suffisaient plus. Il fallait installer un réseau enterré moderne, avec des pompes électriques et des asperceurs automatiques. Le projet fut voté à l'unanimité. Un appel d'offres fut lancé. L'entreprise retenue, une société de travaux publics de Riom, commença les travaux début août. Les engins de chantier investirent les champs communaux, ces 180 hectares de terres collectives que la municipalité louait à divers agriculteurs depuis des décennies. Marc Valentin était l'un de ses locataires. Il exploitait 40 hectares de ces terres communales, en plus de son domaine familial. Le mardi 10 août 1999, vers 10 heures du matin, une pelleteuse creusait une tranchée dans le champ communal numéro 7, une parcelle d'environ 12 hectares située à 800 mètres au nord du bourg. Le conducteur de l'engin, un homme de 38 ans nommé Alain Garnier, travaillait mécaniquement, suivant les repères tracés par le géomètre la semaine précédente. La tranchée devait atteindre 1 mètre de profondeur pour accueillir les canalisations. Vers 10h40, Garnier remarqua quelque chose d'inhabituel dans la terre qu'il remuait. Un éclat métallique. Il stoppa la pelleteuse, descendit de la cabine. La chaleur était écrasante, l'air vibrait au-dessus des champs. Il s'approcha du tas de terre fraîchement excavé. Là, parmi les mottes noires et les cailloux, brillait un petit objet. Garnier le ramassa, l'essuya avec son mouchoir. C'était une clé, une petite clé en laiton, ancienne, du type utilisé pour les cadenas ou les petits coffres. Pas particulièrement remarquable en soi. Des dizaines de ces clés finissaient enterrées dans les champs au fil des décennies, perdues par des agriculteurs ou des ouvriers. Mais cette clé portait des gravures. Garnier plissa les yeux pour mieux voir sous le soleil aveuglant. Sur le corps de la clé, gravé avec une précision presque professionnelle, apparaissaient des initiales HV. Et en dessous, une date, 23 septembre 1978. Le conducteur de pelleteuse ne fit pas immédiatement le lien. Il glissa la clé dans sa poche et reprit son travail, se disant qu'il la montrerait au chef de chantier à la pause déjeuner. À 12h30, dans la roulotte de chantier installée en bordure du champ, Garnier sortit la clé et la posa sur la table devant son chef, Laurent Dufour, 52 ans, originaire de Sainte-Marguerite même. Dufour prit la clé, examina les gravures. Son visage changea instantanément. « Où tu as trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix blanche. Garnier expliqua. « Champ 7, tranchée ouest, environ 80 cm de profondeur. » Dufour connaissait l'histoire d'Henri Valentin. Tout le monde à Sainte-Marguerite connaissait cette histoire. HV, 23 septembre 1978, le jour de la disparition. À 13h15, Laurent Dufour se présentait à la mairie de Sainte-Marguerite, la clé serrée dans sa main moite. L'employé municipal de service, une jeune femme d'une trentaine d'années qui n'était même pas née en 1978, ne comprit pas immédiatement l'importance de l'objet. Elle fit attendre Dufour dans le hall pendant qu'elle allait chercher Gérard Fontaine dans son bureau. Le maire émergea quelques minutes plus tard, le pas traînant, l'air irrité d'être dérangé pendant sa sieste post-déjeuner. Quand Dufour lui tendit la clé et expliqua où elle avait été trouvée, Fontaine devint livide. Ses mains tremblèrent légèrement quand il prit l'objet. Il le tourna et le retourna, examinant les gravures sous la lumière du plafonnier du hall. « C'est impossible », murmura-t-il. « Cette zone a été fouillée en 1978. Les gendarmes sont passés partout avec les chiens. » Dufour haussa les épaules. Les faits étaient là. La clé avait été trouvée à 80 cm sous terre dans le champ communal 7.
Fontaine retourna dans son bureau et décrocha son téléphone. Il appela directement la gendarmerie de Vic-le-Comte. En moins d'une heure, 2 gendarmes arrivèrent à Sainte-Marguerite. Ils recueillirent le témoignage de Garnier, photographièrent la clé sous tous les angles, prélevèrent l'objet dans un sachet plastique scellé. Le lendemain, mercredi 11 août, le chantier fut temporairement suspendu. Une équipe de la police scientifique de Clermont-Ferrand investit le champ numéro 7. La nouvelle se répandit dans Sainte-Marguerite à une vitesse stupéfiante. En 24 heures, tout le village savait qu'une clé gravée aux initiales d'Henri Valentin avait été retrouvée. Les spéculations allaient bon train. Certains parlaient d'une sépulture cachée, d'autres évoquaient un message codé. Les plus âgés, ceux qui avaient vécu la disparition, ressentaient un mélange d'excitation et d'appréhension. Allait-on enfin savoir ? Marc Valentin apprit la nouvelle le mercredi matin par un coup de téléphone de Gérard Fontaine. Il raccrocha, resta immobile dans la cuisine pendant plusieurs minutes, la main encore posée sur le combiné. Puis il monta à l'étage où sa mère finissait de s'habiller. « Maman !» dit-il d'une voix étranglée. « Ils ont trouvé quelque chose !» Colette se retourna lentement. À 67 ans, elle portait les 21 ans d'attente gravés sur son visage. Quand Marc lui expliqua, elle ne dit rien. Elle descendit simplement chercher son sac à main et ses clés de voiture. « On y va !» lança-t-elle. Sur le champ numéro 7, la scène ressemblait à une fouille archéologique. Des techniciens en combinaison blanche délimitaient des zones avec du ruban jaune, tamisés à la terre, prenaient des mesures. Marc et Colette restèrent en retrait derrière le cordon de sécurité improvisé. D'autres habitants de Sainte-Marguerite s'étaient également rassemblés, observant en silence. L'ambiance était étrange, presque irréelle. Un hélicoptère de télévision survola la zone dans l'après-midi. L'affaire revenait sous les projecteurs. Les fouilles durèrent 3 jours. Les techniciens creusèrent méthodiquement autour du point de découverte de la clé, étendant progressivement le périmètre de recherche. Ils ne trouvèrent aucun corps, aucun autre objet. Juste cette clé, seule, enterrée à 80 cm de profondeur dans un champ qui avait été labouré des dizaines de fois depuis 1978. Comment était-ce possible? Les experts s'interrogeaient. La terre prélevée fut analysée. Résultat, aucune perturbation récente. La clé était là depuis longtemps, très longtemps. Possiblement depuis 1978. Le samedi 14 août, le commandant de gendarmerie en charge de l'enquête réouverte, le capitaine Benoît Arnaud, 49 ans, convoqua Marc et Colette Valentin à la brigade de Vic-le-Comte. L'entretien dura près de 2 heures. Arnaud leur montra la clé, désormais enfermée dans un sachet d'évidence. « Reconnaissez-vous cet objet ?» demanda-t-il. Tous deux examinèrent longuement la petite clé en laiton. Marc secoua la tête. Colette fit de même. « Je ne me souviens pas avoir jamais vu cette clé, » dit-elle d'une voix neutre. Henri avait plusieurs clés, pour la maison, pour la mairie, pour sa voiture. Mais celle-ci, non. Arnaud posa la question suivante. Cette date, le 23 septembre 1978, elle a une signification évidente. Mais pourquoi graver des initiales et une date sur une clé? Ça vous évoque quelque chose? Marc et Colette échangèrent un regard. Non, rien. Le capitaine leur demanda s'ils accepteraient que leur maison soit à nouveau fouillée 21 ans après les recherches initiales. Peut-être existait-il un coffre, un meuble fermé à clé que personne n'avait pensé à chercher. Colette accepta sans hésitation. « Fouillez tout ce que vous voulez, si ça peut nous donner des réponses. » La maison Valentin fut fouillée méticuleusement pendant 2 jours, du lundi 16 au mardi 17 août 1999. Chaque pièce, chaque meuble, chaque recoin fut inspecté. Les gendarmes testèrent la clé sur tous les cadenas, toutes les serrures trouvées dans la maison, le grenier, la cave, le garage. Aucune ne correspondait. La clé semblait ne servir à rien, ou du moins ne plus servir à rien dans cette maison. Colette et Marc observaient les recherches avec un mélange d'espoir et de résignation. Au fond d'eux, ils savaient déjà que cette clé ne déverrouillerait aucune porte de leur domicile. Le capitaine Arnaud élargit son investigation.
Il fit exhumer les archives de l'enquête originale de 1978, des cartons entiers entreposés dans les sous-sols de la gendarmerie de Clermont-Ferrand. Il relut chaque témoignage, étudia chaque photo, retraça chaque piste explorée par l'inspecteur Mercier, décédé en 1994 d'une crise cardiaque. Arnaud était un homme méthodique, presque obsessionnel dans son approche. Cette affaire le fascinait. Comment une clé gravée pouvait-elle apparaître 21 ans après une disparition, enterrée dans un champ qui avait été fouillé à l'époque? Une piste émergea des archives. Le rapport de Simone Lacroix mentionnait un dossier manquant dans le classeur du bureau du maire. Un dossier concernant des transactions foncières des années 40. Arnaud décida de retrouver Simone Lacroix. Elle vivait désormais à Clermont-Ferrand, dans un petit appartement du quartier de Jaude. Le capitaine se présenta chez elle le mercredi 18 août. Simone, 66 ans maintenant, accueillit le gendarme avec une certaine méfiance. Elle n'avait pas remis les pieds à Sainte-Marguerite depuis sa retraite 11 ans plus tôt. « Madame Lacroix » commença Arnaud, en s'installant dans le salon encombré de livres et de souvenirs. « En 1978, vous avez signalé la disparition d'un dossier dans le bureau du maire. Vous souvenez-vous de ce dossier ?» Simone ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. « Vaguement, admit-elle. C'était un vieux dossier, des années 40. Des histoires de terrain, je crois. Vous savez, après la guerre, il y a eu beaucoup de transactions dans la région. Des terres qui changeaient de main, des propriétaires qui revendaient, des héritages compliqués. » Arnaud insista. « Pouvez-vous être plus précise? Quelle terre? Quel propriétaire ?» Simone secoua la tête. « C'était il y a 21 ans, capitaine. Et ce n'était pas un dossier que je consultais régulièrement. Je sais juste qu'il était dans le tiroir du bas, avec d'autres archives anciennes. Henri le sortait parfois, mais je ne sais pas pourquoi. » Le gendarme nota soigneusement chaque détail. Avant de partir, il posa une dernière question. Gérard Fontaine et Henri Valentin. Comment était leur relation réellement? Simone hésita. « Compliqué, finit-elle par dire. Ils travaillaient ensemble, mais ils ne s'aimaient pas particulièrement. Gérard représentait l'ancien monde. Henri voulait moderniser. Ils se heurtaient souvent sur les décisions importantes. » De retour à Sainte-Marguerite, Arnaud décida d'examiner les registres fonciers communaux. Il passa des heures à la mairie, dans la salle des archives poussiéreuses du sous-sol, à éplucher les documents des années 40. Il découvrit quelque chose d'intéressant. En 1946, juste après la guerre, une importante transaction foncière avait eu lieu. 180 hectares de terres communales avaient été vendus à un consortium de 3 propriétaires. La famille Fontaine avait acquis 80 hectares, la famille Valentin 40 hectares, et un troisième propriétaire, un certain Édouard Mercier, avait acheté les 60 hectares restants. Ce nom, Mercier, intrigua Arnaud. Il n'avait jamais entendu parler de cette famille à Sainte-Marguerite. Il continua ses recherches. En 1952, les terres Mercier avaient été revendues. L'acheteur, la famille Fontaine. Gérard Fontaine avait ainsi constitué son vaste domaine de 140 hectares. Mais qu'était-il arrivé aux Mercier? Arnaud interrogea les anciens du village. Un vieil homme de 87 ans se souvenait vaguement. Les Mercier? Ah oui, Édouard. Il est parti après la guerre. Il y avait eu des histoires pendant l'occupation, vous savez, des accusations de collaboration. Il a vendu et il est parti. On ne l'a plus jamais revu. Le capitaine Arnaud sentait qu'il touchait quelque chose, sans savoir exactement quoi. Il décida d'interroger à nouveau Gérard Fontaine, cette fois de manière plus approfondie. Le vieux maire accepta de venir à la gendarmerie le vendredi 20 août. L'entretien commença de façon cordiale. Arnaud posa des questions générales sur Henri Valentin, sur leur collaboration, sur la soirée du 23 septembre 1978. Les réponses de Fontaine correspondaient à celles qu'il avait données en 1978. Oui, ils avaient eu une discussion animée le matin du 23, mais c'était juste une divergence sur l'ordre du jour du conseil. Non, ils ne savaient pas pourquoi Henri avait disparu. Oui, il était resté à la salle des fêtes toute la soirée. Puis Arnaud changea de sujet.
Monsieur Fontaine, parlez-moi de votre acquisition des terres Mercier en 1952. Le visage du vieux maire se ferma légèrement. C'était une transaction normale, capitaine. Édouard Mercier voulait vendre, j'ai acheté. Qu'est-ce que ça a à voir avec la disparition d'Henri? Arnaud ne répondit pas directement. Henri Valentin s'intéressait-il à cette transaction? Au Mercier? Fontaine haussa les épaules. Je ne vois pas pourquoi. C'était bien avant qu'il ne devienne maire. Il n'était même pas encore revenu s'installer à Sainte-Marguerite en 52. Mais Arnaud avait remarqué une micro-expression sur le visage de Fontaine quand il avait mentionné les Merciers. Une légère crispation, un très bref instant de tension. Le capitaine décida de pousser plus loin. Et pourtant, un dossier sur les transactions foncières des années 40 a disparu du bureau du maire le soir de la disparition d'Henri Valentin. Vous ne trouvez pas ça étrange? Fontaine se raidit. Je ne sais rien de ce dossier. Et franchement, capitaine, je ne vois pas le rapport avec une clé trouvée dans un champ 21 ans plus tard. L'entretien se termina sans révélation majeure, mais Arnaud était convaincu que Fontaine cachait quelque chose. Il fit une demande officielle aux archives départementales pour obtenir tous les documents relatifs aux transactions foncières de Sainte-Marguerite entre 1940 et 1955. Pendant ce temps, il continua à interroger les habitants. Il parla à des dizaines de personnes, recueillant des bribes d'informations, des souvenirs fragmentaires. Une image commençait à se former, encore floue, mais de plus en plus précise. Un détail émergea lors de l'interrogatoire d'une vieille femme de 82 ans, Marguerite Blanc, qui tenait autrefois l'épicerie du village. Elle se souvenait de 1946. « C'était une époque trouble », raconta-t-elle. L'occupation venait de se terminer, il y avait des règlements de compte. Édouard Mercier, il avait été accusé d'avoir dénoncé des résistants aux Allemands. Rien n'a jamais été prouvé, mais les rumeurs suffisaient à l'époque. Sa famille a été ostracisée. Il a fini par partir. Son fils unique, Claude, avait à peine 15 ans. Je me souviens de lui. Un garçon discret, toujours seul. Ils sont partis du jour au lendemain en 52. Arnaud nota méticuleusement. « Et le père d'Henri Valentin, vous le connaissiez ?» Marguerite hocha la tête. Bien sûr, Albert Valentin. C'était un homme bon. Il avait été dans la résistance pendant la guerre, décoré après la libération. Tout le monde le respectait. Le capitaine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Résistance, collaboration, dénonciation. Les fantômes de la guerre planaient-ils encore sur cette affaire? Le lundi 23 août, exactement 21 ans après la disparition d'Henri Valentin, les archives départementales envoyèrent à Arnaud un carton de documents. Il passa la journée à les étudier. Et là, entre deux actes notariés jaunis, il trouva une lettre. Une lettre manuscrite, datée du 15 mars 1946, signée par Albert Valentin et adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Dans cette lettre, Albert accusait formellement Édouard Mercier d'avoir dénoncé 3 résistants de Sainte-Marguerite aux autorités allemandes en février 1944. Ces 3 hommes avaient été arrêtés, déportés et n'étaient jamais revenus. Albert demandait l'ouverture d'une enquête officielle. Une note administrative jointe à la lettre indiquait que l'enquête avait été classée sans suite en août 1946, faute de preuves suffisantes. Mais le mal était fait. La réputation d'Édouard Mercier était détruite. Arnaud continua à lire. Un autre document, daté de novembre 1951, montrait qu'Édouard Mercier avait intenté une action en diffamation contre Albert Valentin. L'affaire avait traîné pendant des mois avant d'être également classée. Et en juillet 1952, les terres Mercier étaient vendues à Gérard Fontaine pour un prix que plusieurs notes marginales qualifiaient de très inférieur à la valeur de marché. Arnaud comprenait maintenant. Édouard Mercier avait été contraint de vendre à perte, chassé de Sainte-Marguerite par les accusations d'Albert Valentin. Mais qu'est-ce que tout cela avait à voir avec la disparition d'Henri Valentin 26 ans plus tard? Le capitaine devait retrouver Claude Mercier, le fils d'Édouard. Il lança des recherches. Claude Mercier avait 62 ans en 1999. Les registres indiquaient qu'il vivait à Lyon, où il avait fait carrière comme comptable.
Arnaud l'appela le mardi 24 août. La conversation téléphonique fut brève, mais révélatrice. Claude Mercier se souvenait parfaitement de Sainte-Marguerite, même s'il n'y était jamais retourné depuis 52. « Mon père est mort en 1968, dit-il d'une voix amère. Il n'a jamais surmonté ce qui s'est passé. Il a toujours clamé son innocence, mais personne ne l'a cru. Albert Valentin l'a détruit. » Arnaud posa la question cruciale. « Avez-vous jamais cherché à vous venger ? À obtenir justice ?» Un long silence. « Capitaine, j'avais 15 ans quand nous avons quitté Sainte-Marguerite. Oui, j'ai grandi avec de la colère, mais je n'ai rien fait, j'ai construit ma vie ailleurs. Je n'ai jamais remis les pieds dans ce village maudit. » Arnaud nota quelque chose dans le ton de Claude Mercier. Une amertume profonde, certes, mais aussi quelque chose d'autre. De la peur, du regret. Il était difficile à dire au téléphone. Le capitaine décida de se rendre à Lyon pour l'interroger en personne. Mais avant, il voulait confronter une dernière fois Gérard Fontaine avec ses nouvelles informations. Le mercredi 25 août 1999, le capitaine Arnaud convoqua Gérard Fontaine à la gendarmerie de Vic-le-Comte. Cette fois, l'atmosphère était différente. Le vieux maire, 73 ans, arriva accompagné de son avocat, un signal clair qu'il se sentait menacé. L'entretien commença dans la salle d'interrogatoire principale, une pièce austère aux murs beige, équipée d'une table en formica et de chaises inconfortables. Arnaud posa devant Fontaine une copie de la lettre d'Albert Valentin de 1946. « Vous saviez que le père d'Henri Valentin avait accusé Édouard Mercier de collaboration ?» demanda le capitaine. Fontaine parcourut la lettre, son visage restant impassible. « C'était il y a plus de 50 ans, capitaine. Toute cette histoire appartenait au passé. » Arnaud se pencha en avant. « Vraiment ? Parce que le 23 septembre 1978, le matin même de sa disparition, Henri Valentin et vous avez eu une dispute dans son bureau. Plusieurs témoins l'ont confirmé. De quoi parliez-vous réellement ?» L'avocat de Fontaine intervint. « Mon client a déjà répondu à cette question en 1978. » Arnaud l'ignora, gardant ses yeux fixés sur Fontaine. « Je vais vous dire ce que je pense, monsieur le maire. Je pense qu'Henri Valentin avait découvert quelque chose en lien avec ces vieilles transactions foncières, quelque chose qui concernait votre acquisition des terres Mercier, et je pense que vous en aviez discuté ce matin-là. » Le visage de Fontaine se durcit. « Vous vous trompez complètement. » Mais sa voix manquait de conviction. Arnaud sortit un autre document. « En 1952, vous avez acheté les terres Mercier pour 80 000 francs. Les évaluations de l'époque estimaient leur valeur à au moins 150 000 francs. Comment expliquez-vous cet écart ?» Fontaine haussa les épaules. « Mercier voulait partir vite. Il a accepté mon offre. C'était légal. » « Légal, peut-être, » concéda Arnaud, « mais éthique, et si Henri Valentin avait découvert que votre famille avait profité de la situation désastreuse des Mercier, que les accusations d'Albert Valentin, peut-être infondées, avaient servi vos intérêts ?» L'avocat se leva. « Capitaine, ces insinuations sont inacceptables. Si vous avez des charges concrètes contre mon client concernant la disparition de monsieur Valentin, formulez-les. Sinon, nous partons. » Arnaud leva une main apaisante. « Asseyez-vous, maître. J'ai encore des questions. » Il se tourna vers Fontaine. « Où étiez-vous exactement, entre 22h15 et 23h le 23 septembre 1978 ?» Et Fontaine soupira. « Je vous l'ai déjà dit en 1978. J'étais dans la salle des fêtes, à table. Tout le monde peut le confirmer. » Arnaud secoua la tête. « Non. J'ai relu tous les témoignages. Personne ne se souvient précisément de vous avoir vu entre 22h15 et 22h45. 30 minutes. C'est long. 30 minutes. » Pour la première fois, Fontaine sembla véritablement ébranlé. J'étais peut-être sorti fumer une cigarette. Je ne me souviens pas exactement. C'était il y a 21 ans. Arnaud nota soigneusement cette admission. Puis il sortit une photo de la clé retrouvée. Cette clé, monsieur Fontaine, elle était enterrée dans le champ communal numéro 7. Un champ que vous exploitiez en partie en 1978. Reconnaissez-vous cette clé ?
Fontaine examina la photo. « Non, je ne l'ai jamais vue. » Arnaud laissa passer un silence, observant le vieux maire. Puis il posa la question qui changerait tout. « Savez-vous ce qu'ouvre cette clé ?» Fontaine secoua la tête. « Comment pourrais-je le savoir ?» Le capitaine se pencha encore plus près. « Parce que nos experts l'ont identifié, c'est la clé d'un type spécifique de coffre-fort domestique fabriqué en France dans les années 40 et 50, un modèle assez commun à l'époque. Et devinez quoi? Nous avons trouvé un coffre correspondant. » Le visage de Fontaine devint cendré. « Où ?» demanda-t-il dans un souffle. Arnaud savoura le moment. « Dans la maison qu'occupaient les Mercier à Sainte-Marguerite. Cette maison existe toujours. Elle a été vendue à une famille en 1953. Nous avons obtenu l'autorisation de la fouiller hier. Dans le grenier, derrière un mur de briques ajoutées après-guerre, nous avons trouvé un vieux coffre-fort mural, et cette clé l'ouvre parfaitement. » L'avocat de Fontaine pâlit également. « Qu'y avait-il dans ce coffre ?» demanda-t-il. Arnaud se tourna vers lui. « Des documents, des lettres, un journal intime d'Édouard Mercier couvrant les années 42 à 46. Et le plus intéressant, une série de photographies et de documents prouvant qu'Édouard Mercier n'était pas un collaborateur. Au contraire, il faisait partie d'un réseau de renseignements pour les Alliés. Les accusations d'Albert Valentin étaient fausses, complètement fausses. Le silence dans la salle d'interrogatoire était assourdissant. Fontaine regardait fixement la table, son visage décomposé. Arnaud continua implacablement. Albert Valentin s'était trompé, ou pire, il avait menti, et son fils, Henri, avait découvert la vérité. C'était dans ce dossier disparu, n'est-ce pas? Henri avait trouvé des preuves que son père avait détruit un innocent, et cette découverte le rongeait. Fontaine releva finalement la tête. Sa voix était brisée quand il parla. « Vous ne comprenez pas. Vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas ce qu'était cette époque. » Arnaud attendit. Fontaine continua, les mots sortant péniblement. « Henri est venu me voir le matin du 23 septembre. Il avait trouvé ce dossier dans les archives communales, des documents que son père avait déposés à la mairie avant sa mort en 1975. Henri les avait lus. Il savait. Il savait que son père avait accusé Mercier à tort. Et il savait pourquoi. « Pourquoi ?» demanda doucement Arnaud. Fontaine ferma les yeux. « Parce qu'il voulait ses terres. Albert convoitait les terres Mercier. C'étaient les meilleures de la région. Mais Édouard ne voulait pas vendre. Alors Albert a trouvé un moyen. Les accusations de collaboration. À l'époque, ça suffisait à détruire quelqu'un. Édouard a dû partir, vendre à perte. Et moi, sa voix se brisa. Moi, j'ai profité de la situation. Mon père et Albert étaient amis. Ils s'étaient entendus. J'ai acheté les terres Mercier pour une bouchée de pain. J'ai construit mon domaine sur cette trahison. » Arnaud sentait qu'il touchait au cœur du mystère. Et Henri voulait quoi? Révéler tout ça publiquement? Fontaine hocha la tête. Il voulait réhabiliter la mémoire d'Édouard Mercier, retrouver son fils, Claude, et lui restituer la valeur réelle des terres. Il voulait que je paie, que ma famille paie, que tout le village sache la vérité. Le vieux maire ouvrit les yeux, des larmes coulant sur ses joues ridées. Je lui ai dit que c'était de la folie, que remuer le passé ne servirait à rien, que ça détruirait trop de gens. Mais Henri était déterminé. Il parlait d'honneur, de justice, de réparation. Et alors, pressa Arnaud. Fontaine inspira profondément. Je lui ai demandé d'attendre, de réfléchir, de ne rien dire pendant le dîner officiel. On en reparlerait après. Il a accepté, mais je voyais bien qu'il ne changerait pas d'avis. Le capitaine posa la question cruciale. « Qu'avez-vous fait, Gérard ?» Le vieux maire secoua la tête. « Moi? Rien, je vous jure. Je n'ai rien fait à Henri, mais... » Il hésita. « Mais quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui avait encore plus à perdre que moi. » Arnaud se redressa. « Qui ?» Fontaine regarda le capitaine droit dans les yeux. « Claude Mercier. Il était revenu. Il était à Sainte-Marguerite le 23 septembre 1978. » Cette révélation tomba comme une bombe. « Comment le savez-vous » Fontaine soupira. « Parce que je l'ai vu. Ce soir-là, vers 22h30, je suis sorti fumer sur le côté de la salle des fêtes, et je l'ai vu. Il était là, dans l'ombre,
près du vieux tilleul. J'ai reconnu son visage, même après toutes ces années. Claude Mercier. Il regardait vers la salle, comme s'il attendait quelqu'un. Le capitaine Arnaud quitta la gendarmerie et se rendit immédiatement à Lyon. Il arriva à l'appartement de Claude Mercier vers 18 heures. Un homme de 62 ans ouvrit la porte, le visage émacié, les cheveux blancs clairsemés. Quand Arnaud se présenta et lui demanda s'il pouvait entrer, Claude ne manifesta aucune surprise. « Je savais que vous viendriez, » dit-il simplement, « depuis que j'ai appris pour la clé. » Dans le salon modeste, face à Arnaud, Claude Mercier raconta son histoire. « Oui, j'étais à Sainte-Marguerite ce soir-là, mais pas pour faire du mal à Henri Valentin. Au contraire. » Il expliqua, quelques jours avant le 23 septembre, il avait reçu une lettre d'Henri. Une lettre dans laquelle le maire expliquait ce qu'il avait découvert sur les accusations portées contre Édouard Mercier. Henri demandait à rencontrer Claude. Il voulait présenter des excuses officielles au nom de sa famille. Il voulait réparer l'injustice. « J'ai d'abord pensé que c'était un piège, » continua Claude. « Mais quelque chose dans cette lettre sonnait sincère. J'ai décidé d'y aller. Henri m'avait donné rendez-vous près du vieux tilleul, derrière la salle des fêtes, à 22h30. Il devait s'éclipser du dîner officiel pour me parler. » Claude se tut, les larmes aux yeux. « Je suis arrivé à l'heure. J'ai attendu. À 22h45, Henri est sorti de la salle. Il m'a vu. Il a commencé à marcher vers moi. Et puis, souffla Arnaud. Claude se prit la tête entre les mains. Il y a eu un bruit, comme une détonation sourde. Henri s'est arrêté net. Il a porté sa main à sa poitrine, et il s'est effondré. Je me suis précipité. Il y avait du sang, beaucoup de sang. Il respirait encore, mais à peine. Il m'a regardé. Il a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. Et puis, plus rien. Les sanglots de Claude emplissaient maintenant le salon. J'ai paniqué. J'ai compris qu'on lui avait tiré dessus. Que si quelqu'un me trouvait là, avec le fils d'Albert Valentin mort dans mes bras, je serais le coupable idéal. Alors, j'ai fui. Arnaud sentait que l'histoire n'était pas terminée. « Qu'avez-vous fait du corps ?» Claude releva la tête. « Je ne pouvais pas le laisser là, j'ai traîné Henri jusqu'à ma voiture, garée un peu plus loin derrière l'église. Je l'ai mis dans le coffre. J'ai roulé jusqu'aux champs communaux. Le champ numéro 7 que mon père possédait autrefois. Il y avait des outils agricoles dans ma voiture. J'ai creusé pendant des heures. Et j'ai enterré Henri Valentin dans ce champ, dans la terre qui avait appartenu à ma famille. Une sorte de justice tordue, je suppose. » Le capitaine Arnaud posait la question suivante avec précaution. « Et la clé ?» Claude fouilla dans sa poche et sortit une enveloppe jaunie. Henri me l'avait envoyée avec sa lettre. C'était la clé du coffre de mon père, caché dans notre ancienne maison. Henri l'avait découverte en fouillant les archives. Il me la restituait. Cette nuit-là, après avoir enterré Henri, j'ai pris cette clé. J'ai gravé ses initiales et la date dessus avec le couteau suisse que j'avais dans ma voiture, et je l'ai enterré au-dessus de lui, comme une pierre tombale, comme un marqueur, pour qu'un jour, peut-être, quelqu'un sache. Arnaud comprenait maintenant. « Mais vous n'avez pas tiré sur Henri Valentin ?» Claude secoua vigoureusement la tête. « Non, je le jure, quelqu'un d'autre était là. » Quelqu'un qui ne voulait pas que la vérité sorte, quelqu'un qui avait un fusil. Le capitaine avait une idée de qui pouvait être ce « quelqu'un ». Il retourna à Sainte-Marguerite le lendemain, jeudi 26 août. Cette fois, il vint accompagné de renforts. Ils se rendirent directement au domaine Fontaine. Gérard Fontaine les attendait, assis sur le perron de sa grande maison en pierre. Quand il vit Arnaud et les gendarmes, il ne bougea pas. « Je suppose que Claude vous a tout raconté, » dit-il calmement. Arnaud s'approcha. « Gérard Fontaine, je vous arrête pour le meurtre d'Henri Valentin. » Le vieux maire ne protesta pas. Il se leva lentement. « Ce n'était pas prévu, » dit-il d'une voix étrangement détachée. « Ce soir-là, après avoir vu Claude Mercier, je suis rentré chez moi. J'ai pris le fusil de chasse de mon père. Je ne sais pas ce que je comptais faire. Intimider Claude, peut-être, je suis retourné près du tilleul. Et j'ai vu Henri marcher vers lui. J'ai vu qu'ils allaient se parler, que tout allait sortir. Et j'ai tiré. Les aveux de Fontaine furent enregistrés officiellement.
Il expliqua comment, après avoir tiré, il s'était caché dans les bosquets, observant Claude Mercier paniquer et emmener le corps. Il avait vu Claude charger Henri dans sa voiture et partir. Il n'avait rien dit pendant 21 ans. Il avait laissé la famille Valentin souffrir. Il avait continué à être maire, à vivre sa vie, portant ce secret. « Pourquoi avouer maintenant ?» demanda Arnaud. Fontaine haussa les épaules. « Parce que je suis vieux, parce que cette clé a ressurgi comme un fantôme, parce que c'est fini. » Le vendredi 27 août 1999, une équipe de médecine légale se rendit au champ communal numéro 7 de Sainte-Marguerite. Sous la supervision du capitaine Arnaud, ils creusèrent méthodiquement à l'endroit exact où la clé avait été trouvée. À 1,60 m de profondeur, ils découvrirent les restes d'Henri Valentin. 21 ans sous terre avaient largement décomposé le corps, mais l'identification fut confirmée par les dossiers dentaires. Une balle de fusil de chasse calibre 12 fut retrouvée dans la cage thoracique. Colette et Marc Valentin furent informés officiellement le samedi 28 août. Ils se rendirent ensemble au champ où le corps de Henri avait été exhumé. Colette s'agenouilla au bord de la tranchée, touchant la terre noire de ses doigts tremblants. Elle ne pleura pas. Elle était au-delà des larmes. « 21 ans, murmura-t-elle. Il était là, à 800 mètres de la maison, tout ce temps. » Marc passa son bras autour des épaules de sa mère. Ils restèrent là longtemps, silencieux, regardant la terre qui avait gardé son secret si longtemps. Les funérailles d'Henri Valentin eurent lieu le jeudi 2 septembre 1999 à l'église Saint-Laurent de Sainte-Marguerite. Toute la commune était présente. Colette, 67 ans, vêtue de noir, marchait dignement vers l'autel, tenant le bras de Marc. Le curé prononça une homélie sobre, parlant d'un homme d'honneur qui avait voulu réparer une injustice. Dans les bancs, certains pleuraient, d'autres gardaient un visage fermé, mal à l'aise face à cette histoire qui révélait les parts d'ombre de leur communauté. Claude Mercier assista aux funérailles, assis au dernier rang. Il avait été inculpé pour dissimulation de cadavre, mais son avocat plaidait les circonstances exceptionnelles. Le tribunal se montrerait finalement clément, le condamnant à 2 ans de prison avec sursis. Après la cérémonie, Claude s'approcha de Colette. Les deux se regardèrent longuement, puis Colette tendit la main. Claude la prit. « Je suis désolé, dit-il. Pour tout. » Colette hocha la tête. Henri voulait réparer ce que son père avait détruit. D'une certaine façon, il l'a fait, même si ça lui a coûté la vie. Le procès de Gérard Fontaine débuta en mars 2000 à Clermont-Ferrand. Le vieux maire, 74 ans maintenant, plaida coupable. Les audiences durèrent 5 jours. Les témoignages reconstituèrent minutieusement les événements du 23 septembre 1978 et les décennies de mensonges qui avaient suivi. Le procureur demanda 20 ans de prison. La défense plaida l'âge avancé de l'accusé et l'absence de préméditation. Le verdict tomba le 22 mars, 15 ans de réclusion criminelle. Fontaine fut emmené immédiatement. Il mourrait en prison 3 ans plus tard, en janvier 2003, d'une pneumonie. Pour Sainte-Marguerite, l'affaire laissa des cicatrices profondes. La commune découvrit que son histoire reposait sur des mensonges et des trahisons. Les transactions foncières de l'après-guerre furent réexaminées par les autorités. La famille de Claude Mercier reçut des compensations financières significatives, reconnaissant l'injustice subie. Le nom d'Édouard Mercier fut officiellement réhabilité. Une plaque commémorative fut installée à la mairie, honorant sa mémoire et celle d'Henri Valentin. Colette Valentin vécut encore 7 ans après la découverte de la vérité. Elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil en janvier 2006, à 74 ans. Marc organisa une simple cérémonie. Elle fut enterrée aux côtés d'Henri dans le petit cimetière communal de Sainte-Marguerite. Sur leur tombe, une inscription « Réunis enfin, justice et honneur ». Marc, lui, continua d'exploiter les terres familiales. Il ne se maria jamais, ne fonda jamais de famille. Les terres Valentin furent transmises à une fondation agricole après sa mort en 2023, avec pour mission de former de jeunes agriculteurs.
La maison de la rue de l'église fut vendue et transformée en gîte rural. Les touristes qui y séjournent aujourd'hui ignorent généralement l'histoire tragique qui s'est déroulée là. Le champ communal numéro 7, où Henri Valentin avait été enterré pendant 21 ans, fut transformé en espace vert communal. Un jardin mémoriel y fut aménagé, avec des bancs en bois et des arbres fruitiers. Une petite stèle indique simplement « À la mémoire d'Henri Valentin, maire de Sainte-Marguerite, 1966 à 1978, un homme d'honneur ». L'affaire eut des répercussions bien au-delà de Sainte-Marguerite. Elle rouvrit des débats sur les accusations de collaboration après-guerre, sur les règlements de compte de l'épuration, sur les injustices commises au nom de la justice. Des historiens s'emparèrent du sujet, écrivant des articles, donnant des conférences. Le nom d'Henri Valentin devint symbole d'intégrité et de courage moral. Pour ceux qui avaient connu Henri, la vérité apportait un mélange de soulagement et de tristesse. Simone Lacroix, l'ancienne secrétaire de mairie, déclara à un journaliste « Henri était quelqu'un de bien. Il voulait faire ce qui était juste, même si ça devait lui coûter cher. Il n'a pas imaginé que ça lui coûterait la vie. » Elle mourut en 2007, emportant avec elle les derniers souvenirs directs de cette époque. La clé en laiton, pièce à conviction devenue symbole, fut finalement restituée à Marc Valentin après la clôture de toutes les procédures judiciaires. Il la fit encadrer avec une photo de son père et l'accrocha dans son salon. C'était un rappel quotidien que les secrets, même enterrés profondément, finissent toujours par ressurgir. Que la vérité, comme l'eau, trouve toujours son chemin. Aujourd'hui, Sainte-Marguerite est une commune paisible du Puy-de-Dôme, semblable à des dizaines d'autres villages auvergnats. Les champs produisent toujours du blé et de l'orge. La fête des moissons se déroule chaque septembre, perpétuant les traditions. Les nouveaux habitants ignorent souvent l'histoire tragique qui a marqué ce lieu. Mais les anciens se souviennent. Ils se souviennent d'Henri Valentin, l'homme qui a disparu pendant une fête et qui a été retrouvé 21 ans plus tard grâce à une clé gravée. Ils se souviennent qu'honneur et justice ont parfois un prix terrible. Et ils se souviennent que le passé, même enfoui, ne meurt jamais vraiment. Cette histoire nous montre comment les secrets du passé peuvent tenter plusieurs générations et comment la recherche de justice, même au péril de sa vie, définit le véritable courage. Les fantômes de la guerre, les accusations infondées, les trahisons pour la terre ont détruit plusieurs vies à Sainte-Marguerite. Henri Valentin a payé de sa vie sa volonté de réparer l'injustice commise par son propre père. Gérard Fontaine a sacrifié son humanité pour protéger des privilèges construits sur le mensonge. Et Claude Mercier a porté le poids d'un secret pendant 21 ans, vivant avec la culpabilité d'avoir caché un corps, même s'il n'était pas le meurtrier. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes tout au long du récit? La dispute du matin, le dossier disparu, les tensions autour des terres? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les mystères réels qui révèlent la complexité de la nature humaine.